Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. En deuxième heure, bonsoir Gabrielle Cluzel. Bonsoir Pierre. Rédactrice en chef du site Boulevard Voltaire. Bonsoir Louis Ozelter. Bonsoir Pierre. Journaliste politique au Figaro. Et bonsoir à vous Georges-Marc Benamou. Bonsoir Pierre. Ancien collègue d'Europe 1, faut-il le préciser, journaliste, siècle. Documentariste au siècle dernier, producteur, auteur de nombreux livres, je le disais tout à l'heure, entre l'Algérie et la France, ces relations qui n'ont pas toujours été faciles et c'est un doux euphémisme. Vous étiez à Matignon il y a tout juste quelques minutes où il y avait, où le Premier ministre recevait les membres du comité de soutien de Boualem-Sansal. Qu'est-ce qui s'est dit exactement, Georges-Marc Benamou? D'abord, il était important de marquer les 5 mois de l'embassement de Boualem-Sansal, 5 mois aujourd'hui, et on a été sensible à ce que le Premier ministre nous reçoive comme un acte politique. Noël Lenoir, l'ancienne ministre présidente du comité, qui Arnaud était notre invité il y a quelques jours, oui. Stéphane Rosès, l'ambassadeur de Riancourt, et d'un comité qui a 2000 membres, qui est très mobilisé sur le plan international, sur le plan national, sur le plan municipal, et qui s'inquiète de savoir quand est-ce qu'il va être libéré. On a le sentiment d'être pris, enfin c'est surtout Boualem-Sansal, en otage dans cette terrible relation franco-algérienne dont on va probablement parler. Et que le temps passe et que l'inquiétude grandit. Alors, la relation franco-algérienne, justement, parlons-en. On a eu 2 méthodes qui ont été avancées. Il y a quelques semaines, une première méthode qui était celle de Bruno Retailleau, rapidement suivie par François Bayrou, qui était la méthode forte. Et puis, une méthode douce. Jean-Noël Barrot était mon invité dans le grand rendez-vous Europe 1 CNews Les Échos il y a quelques semaines, et qui nous disait, vous savez, la méthode forte, ça marche pas, il faut laisser faire la diplomatie. Et d'ailleurs, très vite, ces 2 courants au sein du même gouvernement se sont imposés. Jean-Noël Barrot a repris, entre guillemets, la main. Emmanuel Macron lui-même a appelé le président Tebboune. Jean-Noël Barrot a fini par aller en Algérie et il est revenu, non pas bredouille, mais déjà il est revenu sans Boualem-Sansal, alors que il y avait quelques frémissements pour dire que peut-être, par quand même le plus grand des bonheurs, on pourrait venir avec notre ami écrivain. Finalement, aujourd'hui, il n'y a aucune de ces méthodes qui marche, Georges-Marc Benamou. En tout cas, c'est quand même de la responsabilité du président de la République, qui est garant de cette relation avec l'Algérie et son ami le président Tebboune, ou son ancien ami, on ne sait toujours pas, de ramener Boualem-Sansal et qu'il ne soit pas l'otage de la relation Macron-Tebboune, si je la personnalise. Moi, j'en ai rien à cirer de la méthode douce, à laquelle je ne crois pas, ni de la méthode dure. La méthode de Retailleau, c'est simplement dire les choses, que il faut y avoir un équilibre dans les relations bilatérales, qu'il y a une cause humanitaire, qu'il y a un immense écrivain qui a 80 ans, qui a atteint un cancer, qui ne peut pas être vu par des médecins de confiance, qui n'a pas d'avocat, qui a refusé ses avocats commis d'office, qui n'avaient pas confiance, et qui n'a pas le droit d'avoir d'avocat français puisqu'il est juif. Je veux dire, comment faire quand on est face à une telle injustice? Donc, pour l'instant, moi, j'arbitre pas le match entre monsieur Barrot et monsieur Retailleau. C'est un peu le sens de la déclaration du Premier ministre. Et je ne comprends pas que le président de la République... Je ne demande pas d'arbitrer, Georges-Marc Benamou. J'ai envie de dire, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Il faut poser la question au président de la République. La semaine dernière, il nous a dit « Je suis optimiste ». Voilà. Non, mais maintenant, voilà. Donc moi, je suis pas un diplomate. On est des amis d'un immense écrivain qui est en train de crever. Et je veux pas qu'on soit otage. Et le comité veut pas être otage. Méthode douce, méthode pas douce, ni de connecter avec ce qui s'est passé dans des affaires sombres sur le territoire français, qui sont bien sûr scandaleuses. Il y a un homme qui est en train de mourir. Je veux dire, on a connu Solzhenitsyn, on a réussi à le faire sortir. Navalny a crevé dans les geôles. Donc voilà, il n'est pas question de le laisser mourir en prison. C'est aussi simple que ça. Est-ce qu'à Matignon, ou de la part d'autres autorités officielles françaises d'ailleurs, on a pu vous donner des informations sur la nature de la négociation, puisque négociation il y a, nous dit-on, et c'est ce que sous-entendent les propos d'Emmanuel Macron depuis plusieurs semaines. Est-ce qu'on a pu vous donner des informations là-dessus? Et est-ce qu'on vous invite parfois
à la discrétion en disant que ça peut compromettre les chances de Boualem Sansal, sachant que jusqu'ici, cette méthode de la méthode douce dont on parlait n'a pas donné de En résultat. tout cas, ce qu'on a choisi, sans tomber dans la provocation et sans vouloir se mêler des relations diplomatiques et byzantines entre la France et l'Algérie, c'est ne pas cesser de protester. On l'a commencé à le faire avec Arnaud Benedetti dès le premier soir. On a réuni au théâtre, dans un théâtre, près de 2000 personnes qui sont venues de tous bords, sauf bien sûr, il faut le noter, les insoumis, les socialistes, à part Monsieur Gage et Madame Rossignol, c'est honneur, mais on a assisté à la mort de la gauche morale sur cette histoire. Là où elle aurait dû se mobiliser en premier lieu, on a trouvé Madame Rousseau qui trouvait Boualem Sansal pas net, l'autre et quelques cinglés qui ont considéré qu'il était une sorte de suprémaciste blanc, Boualem Sansal. Non mais on a assisté à tous les délires. Donc une certaine gauche est discréditée, mort de cette gauche morale, à part, je vous ai dit, Cazeneuve, Valls, Rossignol, quelques-uns qui sauvent l'honneur, mais c'est quand même le comble, quoi. Et pour les médias de gauche, c'est un peu pareil, au démarrage, on les entend pas. On disait ce qu'on disait d'Albert Camus, soutenu par la droite et l'extrême droite. À l'époque, les sartriens et les anticommunistes disaient ça pour tuer Camus, et ça lui a fait tant de mal. C'est ce qu'on a voulu faire avec Boualem Sansal, et c'est à hurler d'injustice. On a fait la même chose pour Solzhenitsyn, du reste. On a fait la même chose pour Solzhenitsyn. Vous avez absolument raison. C'est pour ça que le facile. comparatif On a voulu aussi éteindre des causes comme celle des harkis en disant que c'était soutenu par Le Pen, et pendant 40 ans, on a bâillonné ces causes. Donc, on nous l'a assez fait depuis Albert Camus. Maintenant, ça marche plus. Entretien avec Georges-Marc Benamou sur Europe 1. Question de Gabriel Cluzel. Oui, moi, je reviens sur cet optimisme manifesté dans lequel vous avez quand même un peu confiance. Mais est-ce que on vous a, disons que dans lequel vous placez vos espoirs, peut-être? Voilà, des espérances pour être un peu moins. Mais est-ce qu'on a donné des éléments matériels? Qu'est-ce qui fait que Emmanuel Macron se dit optimiste? Est-ce que ça a été matérialisé auprès de votre... On a rencontré avec le comité le Premier ministre qui a voulu marquer l'événement de ces 5 mois d'emprisonnement. On n'a pas vu le président de la République. Écoutez, par nature, il y a un discours officiel qui a amené à la tempérance, une tempérance qu'on n'a pas toujours écoutée, parce que si on n'avait pas hurlé, si on n'avait pas manifesté, si des mairies nombreuses n'avaient pas pris le relais pour afficher le portrait de Boualem Sansal, s'il n'y avait pas cette émotion qui s'est manifestée à Bruxelles, au Parlement européen, au Parlement français, où Constance Le Grip a déposé une motion qui a été votée, et là aussi j'y reviens, sauf par les insoumis bien sûr, et avec l'abstention des socialistes, les enfants de Jaurès et de Mitterrand, paraît-il. Georges-Marc Benamou, je mets entre parenthèses le cas de Boualem Sansal, même si c'est très difficile pour moi évidemment, mais j'en reviens vraiment au pays aujourd'hui qui est celui de l'Algérie et qui est sans doute assez différent de l'Algérie d'il y a quelques décennies. Aujourd'hui, quand le président de la République, vous avez dit, est en charge effectivement de retrouver des relations normales avec ce pays. Comment va-t-il faire? Et qu'est-ce que vous pensez du concept de rente mémorielle? C'est-à-dire que le président est allé très très loin sur le mea culpa des Français vis-à-vis de l'Algérie, et force est de constater qu'il y a aussi des gens aujourd'hui qui disent en fait le président est allé trop loin, il faut arrêter la culpabilité avec l'Algérie, c'est pas comme ça qu'on va y arriver. Alors le problème, c'est que le président de la République a dit en 2007, juste avant d'être élu, dans son 2017, pardon, juste avant d'être élu, il a parlé, et on l'a suffisamment commenté, de la colonisation française en Algérie comme d'un crime contre l'humanité, ce qui est une dimension juridique et morale qui n'avait jamais été abordée et qui a scandalisé. On a cru un lapsus, et il y a eu beaucoup de polémiques et de débats là-dessus. Ensuite, il a dit, il y a 2 ou 3 ans, dans je sais plus quel journal, que le gouvernement FLN utilisait la rente mémorielle pour soutenir l'Algérie, ce qui est à peu près la thèse de Valeurs Actuelles. C'est-à-dire qu'il est passé du discours du FLN au discours de Valeurs Actuelles en 6 ou 7 ans. Donc c'est vrai que le spectre est large.
Mais donc quel président est-il? Celui qui dit crime contre l'humanité ou celui qui est d'accord avec valeurs actuelles, rente mémorielle? Voilà, pour en revenir. Alors, rente mémorielle, oui, c'est devenu un concept, mais il est évident, c'est devenu presque impensif, et hélas, pour ce beau et grand pays, que ce régime ne se survit dans sa minorité armée, argentée, qui se servent etc., de ce que j'ai appelé un concept mémorial. Ouais. Et que la question nationale ne se pose pas avec la même acuité au Maroc, où il y a une tradition administrative qui remonte à Louis XIV, tandis que l'Algérie a été conquis et colonisé par la Turquie, puis la régence d'Alger, qui était un tout petit bout de l'Algérie, a été conquis par la France, et que la seule, et c'est pas péjoratif que de le dire, la seule construction identitaire, c'est une construction anti-française, construire contre le colonisateur. Et hélas, et qui est en train de grimper aujourd'hui. Oui, avec le relais pris par les soviétiques tout de suite. C'est-à-dire, les Français s'en vont, les soviétiques arrivent dans les universités, les écoles, enfin, dès 62. Rappelons-nous que 1965, la Mecque du tiers-mondisme, c'était Alger, hein, c'est la Mecque des révolutionnaires. Donc, ça s'est installé très vite, ça s'est sédimenté très vite, et nous avons un régime qui est en effet l'héritier de tout cela. Moi, je suis pas un spécialiste de la colonisation ni de l'Algérie, mais j'ai écrit un livre camusien ou mendésiste, pour vous dire, plutôt sur... il n'est pas question aujourd'hui de défendre la colonisation, on pourra en parler longuement, c'est une utopie de gauche qui a échoué dans ses contradictions. C'est une utopie de gauche qui a refusé de donner la nationalité, d'aller au bout de son rêve sous la Troisième République, qui se fracasse très vite sur la réalité. C'est presque une banalité de le dire. Mais ce qui a été raté, c'est la décolonisation. Et c'est là où les générations de nos parents, de nos grands-parents sont les plus fautifs. On a largué l'Algérie au pire des gouvernants, au FLN, d'essence non démocratique. Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Toujours avec Louis Ozelter du Figaro et Gabriel Cluzel de Boulevard Voltaire. Nous recevons Georges-Marc Benamou, journaliste, documentariste, producteur, membre du comité de soutien à Boualem Sansal. On était en train de parler de l'histoire de l'Algérie et comment est-ce que tout cela s'est cristallisé après cette guerre de l'Algérie, et comment est-ce qu'aujourd'hui les Algériens, et notamment cette génération qui a aujourd'hui entre 18 et 35 ans, nous regarde, nous Français, terribles colonisateurs, enfin je pourrais comment dirais-je, enchaîner les péjoratifs, les adjectifs terribles qui nous concernent, nous Français aujourd'hui. Comment est-ce qu'on en est arrivé là, Georges-Marc Benamou ? Bon, déjà l'ère Internet est celle de la confusion mentale et des punchlines. C'est facile de faire des punchlines sur cette histoire qui est contrastée, qui est l'histoire d'une colonisation qui fut brutale, comme toutes les colonisations, et qui sont condamnables au XXIe siècle, mais qui n'est pas la caricature nazifiée du récit qui est en train de s'installer et dont l'origine se trouve dans les thèses de Jacques Vergès au moment du procès Barbie. Au moment du procès Barbie, il dit, pour simplifier, vous l'avez peut-être couvert, le procès Barbie. Non, mais j'en ai couvert d'autres. La France a été nazie en Algérie, donc les nazis sont pas si méchants pour aller vite. Hein, c'est ça. Donc toute la démonstration de cette nazification, c'est-à-dire la torture est insupportable, mais elle a été dénoncée par des Français. Les premiers intellectuels qui se manifestent pour le décret Blum-Violette, c'est Albert Camus en 1936. Les gens qui ouvrent la porte à l'indépendance sont d'abord des patriotes français, c'est-à-dire que Ferhat Abbas, le premier président de la République algérienne, est quasiment maurassien pendant la guerre de 14, et il est passionnément français jusqu'en 1936, où il tape à la porte de la France avec les élites. Messaliadj est un parlementariste communisant, certes, mais avec qui il s'entendait très bien avec le Parti communiste et les élites de la Troisième République. Le grand tort de la France, c'est de ne pas avoir eu d'imagination. L'imagination qu'elle appelait par exemple des gens comme Camus, de ne pas avoir discuté avec Ferhat Abbas qui était un sincère démocrate, ou avec Messali qui voulait jouer un jeu parlementaire, et d'avoir exaspéré finalement les passions pour qu'on se retrouve avec deux personnes démonétisées et des gens du FLN qui prennent le pouvoir sur une ligne militariste, islamiste et totalitaire, clairement, en 1954. C'est-à-dire qu'il y a ça
pète, si je puis dire, en 54. Il y a une patience algérienne de ces démocrates. Eh ben, ils y arrivent pas. Eh ben, on a le droit à autre chose, et là c'est radical. Et ça n'est même pas, pour la même époque, c'est même pas la même politique de libération nationale que le Vietnam, puisqu'elle, à la différence des Viet Cong, elle est totalement terroriste, elle s'attaque aux populations civiles. Donc, de la même manière que François Furet a travaillé sur les sources de la révolution française, il faut travailler sur ces sources-là d'une certaine violence politique algérienne. Nous sommes tous avec Georges-Marc Benamou sur Europe 1, question de Gabriel Cluzel. Moi, il me semble quand même que le narratif a été imposé par une extrême gauche déjà à l'époque, qui empêchait d'avoir un vrai regard. Vous parlez de ces populations civiles qui ont été attaquées. Pardon, mais et vous avez raison, mais quand on relit ce qui s'est passé, ça ressemble furieusement dans certains villages à ce qui s'est passé le 7 octobre. Les Pieds Noirs, les Harkis. Vous parlez de quelle époque, hein? Le Philippeville, toute cette période-là. C'était déjà d'ailleurs au cri de la gloire. Et moi, ce que je pense, c'est quand même que cette mémoire a été oubliée avec une forme de lâcheté par des autorités françaises qui n'ont jamais voulu renverser le récit. Aujourd'hui, il y a encore des disparus. Vous voyez, moi, quand je vois comment Israël se bat pour récupérer ses otages, moi, je me dis, la France, jamais, il y a encore des gens, j'ai rencontré pour un reportage encore une dame très âgée qui m'a dit, mon mari a disparu un matin à 23 ans, je l'ai jamais revu, je sais jamais. Et ils sont combien? Il y a une mémoire oubliée. Sans vouloir défendre aucunement le colonialisme ni la répression, il faut quand même rappeler la violence de la répression de Sétif, qui est un engrenage. Sétif, les indépendantistes, suite à un faux ordre d'ailleurs, égorgent 100 personnes européens, mais ça déclenche la répression sur des dizaines de milliers d'Algériens. Donc, ce que veut le FLN, c'est au fond provoquer de la répression dans laquelle, hélas, ce cercle oui, mais convenons que le récit n'est pas si manichéen qu'on vient le croire. On parle pas beaucoup, en effet, des 10 000 messalistes, c'est-à-dire des ennemis du FLN qui ont été assassinés par le FLN. Ne serait-ce que dans la région de Lille où je faisais récemment une conférence, il y a eu 800 assassinats à peu près. Ça a été documenté. Et sur toute la France, 10 000 messalistes assassinés. On n'a pas parlé, en effet, et on s'est tu pendant des années sur le massacre d'Oran, où pendant de 9h du matin à 17h le 5 juillet, jour de l'indépendance, alors qu'il y avait 18 000 soldats français cantonnés à Oran, les ordres des gaullistes ont été de ne pas intervenir. J'ai rencontré des gens, ou en tout cas des parents de gens, qui suppliaient et qui se sont fait égorger devant les vitres ou les portes de l'armée, où l'armée était obligatoirement cantonnée. Question de Louis aux Alters du Figaro pour Georges-Marc Benamou. Mais c'est très long, mais il y a quand même des mémoires qui sont reconnues. Le problème de la guerre d'Algérie, c'est qu'il y a des mémoires différentes et qui s'opposent et qui se transmettent de descendant en descendant. Emmanuel Macron a quand même fait un travail sur la reconnaissance de la mémoire des Harkis. Il y a la mémoire des Pieds Noirs qu'évoquait Gabriel à l'instant. En fait, il a tenté d'être le président de la grande réconciliation avec l'Algérie sans avoir réussi parce qu'il ne rencontrait pas en face, il n'a rencontré finalement aucune réponse aux concessions mémorielles que lui faisait. Comment vous expliquez cela et à votre avis, combien de temps ça va durer? Est-ce qu'un jour, dans je ne sais pas combien d'années, il peut y avoir en Algérie une réponse disant oui, on va faire ce travail de mémoire et on va travailler sur toutes les mémoires, y compris celles qu'évoquait Gabriel Cluzel à l'instant? Réponse en 2 temps. Oui, je pense qu'on peut réconcilier les mémoires. Les mémoires pieds noirs, les mémoires arabes, les mémoires arabes kabyles, les mémoires des militaires, les mémoires des appelés. Il y a au moins 5 mémoires. Et je crois qu'on a réussi le prodige avec Benjamin Stora, avec qui on n'est pas toujours en accord politique. On a fait une saga de 5 heures, qu'on peut voir sur France Télévisions. Et on a, je crois, réconcilié les mémoires et qui a été vu à des centaines de milliers de fois de l'autre côté de la Méditerranée. C'est possible entre les hommes. C'est pas possible entre les institutions. Si demain le gouvernement algérien d'aujourd'hui banalise sa relation avec la France, qu'en est-il de cette identité qu'elle construit aussi contre la France? C'est là aussi. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on aura 2 populations, c'est-à-dire on aura les Algériens qui sont très nombreux aujourd'hui en France et pour une grande partie sont très contents d'être en France et sont pour une partie intégrée. Et puis de l'autre côté, des Algériens qui seront dans quoi? Soit dans le doigt sur la couture du pantalon en se disant voilà, on obéit au régime Tebboune et on dit oui, effectivement la France ce sont des massacreurs et ce sont des terribles, ou alors ils se diront par eux-mêmes que la colonisation
française a fait plus de mal que de bien à l'Algérie, alors qu'aujourd'hui, convenons-en, si l'Algérie en est au point de vue économique qu'elle est aujourd'hui, c'est quand même en grande partie grâce à la France, si ce n'est en totalité grâce à la France. En tout cas, s'ils ont le train, s'ils ont les infrastructures, s'ils ont les routes, personne n'a été capable de le reconnaître. Et si le peuple est pauvre dans un pays très riche sur le plan minier et énergétique, c'est pas la faute de la France. Voilà, c'est se poser la question où sont passées les richesses. Mais en tout cas, entre les hommes, les femmes, par la musique, par la culture, c'est pas des mots, par la littérature, c'est possible, avec une institution qui ne fonde son existence que sur la rente mémorielle, ça sera difficile. Donc il faut des passerelles, le maximum de passerelles humaines, et pas de naïveté ni d'arrogance. C'est un peuple magnifique, c'est un peuple qui s'est construit une histoire, qui a beaucoup souffert, il faut pas idéaliser du tout la situation, elle est très contrastée, mais en tout cas c'est très difficile. Gabrielle Cluzel. Oui, non, mais je remarque que ce grand écart que vous avez constaté, c'est Emmanuel Macron, on le constate quand même chez aussi Gérald Darmanin, par exemple ce matin, qui dit et il faut que la rente mémorielle, ça suffit, lui aussi un peu ces mots-là, et il avait quand même été déposé une gerbe devant le monument des martyrs entre guillemets du FLN. Moi, j'ai jamais vu un membre du gouvernement algérien s'appesantir sur le sort des pieds noirs. Et ce qui me perturbe, c'est que c'est vrai qu'il y a eu une reconnaissance des harkis, mais je crains ou en tout cas une plus grande reconnaissance des harkis qui ont été très longtemps oubliés, mais je crains qu'elle soit malheureusement dans l'idée de les agréger à une forme de victimisation d'Arabes par la France, pour faire court, voyez. Et c'est pour ça qu'on les a détachés finalement de ce qui s'est passé avec les pieds noirs, alors que finalement ils ont eu cause commune quand ils sont mais c'est pas une mémoire commune. C'est pas une mémoire commune. C'est pas les mêmes personnes, c'est pas les mêmes descendants. Sans et doute. Par ailleurs, moi je pense pas que ça a été moi je pense que si. Je pense que il faut pas racialiser tout comme ça. Je pense que dans l'esprit de ceux qui l'ont fait, c'est l'idée de montrer que c'est toujours l'arabe opprimé par les Français. Voilà. On a quand même. Mais ils ont été opprimés par des Algériens en fait. Nous sommes d'accord, mais c'est pas ça qui a été dit. Attention, les harkis se battaient avec l'armée française. Nous sommes d'accord. C'est bien exactement ce que je veux dire, c'est qu'ils ont été mal reçus en France, mais pourquoi ils ont dû quitter l'Algérie? Parce qu'ils menaçaient d'être assassinés. Et on a retenu que cette idée qu'ils avaient été mal reçus en France. Mais vous voyez, c'est ça qui m'a profondément dérangé. La vraie question, et quand j'ai sorti un livre qui s'appelait Un mensonge français il y a 20 ans, il y a eu des plaintes pour crimes contre l'humanité contre ce pauvre Pierre Messmer. La vraie question, c'est l'attitude de la France en mai 62, les télégrammes adressés par Pierre Messmer à l'armée qui menaçaient de foutre en prison toute personne qui essayait de sauver des harkis. Donc 75 000 harkis ont été assassinés, c'est un chiffre des historiens raisonnable. Il y a 2 bateaux sur lesquels qui étaient à quai en train de partir avec les harkis qui ont été ramenés à bord et qui ont été les harkis débarqués et égorgés devant les soldats français. Les vraies enquêtes sur cette extermination, cette complicité d'extermination n'ont pas été. Les dossiers sont pas ouverts. Moi, je suis. Mais pourquoi? Pourquoi? Voilà. Moi, quand j'ai sorti ce livre, quand j'ai sorti ce livre, j'avais face à moi la droite gaulliste et chiracienne qui en a pas dit un mot. J'en ai vendu 100 000 exemplaires. Les gens se sont rués. Et j'avais la gauche contre moi. Il y a un silence français sur les harkis et ça n'est pas encore documenté. Et on trouve quelques historiens, mais en tout cas sur le plan juridique, il y a d'ailleurs un avocat assez connu qui s'appelle Emmanuel Altit qui avait essayé de déposer des plaintes. Et en tout cas, l'enquête n'est pas arrivé à bout sur cette drame qui est un des drames algériens, bien sûr. Merci beaucoup Georges-Marc Benamou. Merci Pierre. Vous êtes ici chez vous, c'est votre ancienne maison, mais elle est toujours ouverte pour des témoignages aussi complets que le vôtre.